Nous avons quelque chose d'exceptionnel à vous montrer. Il s'agit d'une découverte majeure, restée enfouie sous des roches et des cendres volcaniques pendant 2 ans, et vous serez les premiers à la voir. Lorsque des archéologues ont mis au jour ce que les experts appellent la Pompéi britannique dans les zones humides de l'Est de l'Angleterre, ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Un site de l'âge du bronze figé dans un instant cataclysmique si bien conservé que des bols en bois contiennent encore les restes des derniers repas et que des fils sont toujours attachés à d'anciennes bobines. Pour un œil non averti, il ressemble à un bain de boue. Pour les experts, cette ancienne carrière des Fens offre un aperçu unique de la vie en Grande-Bretagne il y a 0 ans. Ce site antique parfaitement conservé enfoui sous le sable laisse les scientifiques perplexes quant à la disparition tragique d'une communauté entière, il y a 850 ans, laissant derrière elle des secrets qui bouleversent notre compréhension de la Grande-Bretagne de l'âge du bronze. La cité perdue, découverte sous les fens du Cambridgeshire, recèle des réponses sur une civilisation que nous connaissions à peine jusqu'à présent. Le jour s'est arrêté. Chris Wakefield se tenait dans la tranchée de fouilles, contemplant des morceaux de bois qui auraient dû se décomposer il y a 850 ans. Le bois était carbonisé et noirci par le feu, mais parfaitement conservé par les zones humides pauvres en oxygène. Chaque coup de hache semblait ressent les rainures si nettes qu'elles captaient la lumière, comme si le charpentier venait de s'éloigner. À première vue, cela semblait impossible. Les sites de l'âge du bronze ne ressemblent jamais à cela. Normalement, la plupart des fouilles de cette époque révèlent des ombres dans la terre là où se dressaient autrefois des poteaux en bois. Si les conditions étaient favorables, on pourrait peut-être trouver quelques fragments de poterie. Une fosse remplie d'ossements d'animaux si la chance était au rendez-vous. Mais ce qui émergea de la tourbe de l'Est de l'Angleterre défia toutes les règles établies. 4 maisons rondes étaient encore intactes, leurs murs préservés. Les outils étaient toujours accrochés là où leurs propriétaires les avaient laissés. Une cuillère en bois reposait dans un bol de porridge à moitié consommé. La découverte de l'ancien site en Grande-Bretagne a offert aux archéologues ce dont ils rêvent, mais qu'ils voient rarement. Chaque objet, chaque surface semblait figer dans le temps un instantané complet de la vie quotidienne. Wakefield, membre de l'équipe de 55 personnes de l'unité archéologique de Cambridge, a qualifié cette découverte de nirvana archéologique. Les fouilles d'un coût de 1,4 million de dollars ont mis au jour un village sur pilotis surplombant une rivière à faible courant dans les fens du Cambridgeshire. Chaque maison ronde mesurait environ 50 mètres carrés avec des murs en branchages tressés, enduits d'argile et des toits de chaume. Le bâtiment s'élevait à environ 2 mètres au-dessus du lit de la rivière, entouré d'une palissade défensive composée de poteaux de bois pointus qui ceignaient l'ensemble du village. Tout dans ce design respirait la confiance. Un peuple qui croyait son monde en sécurité. Mais il ne l'était pas. Aux alentours de 850 avant J. C. En pleine chaleur de fin d'été, un incendie ravagea le village. En quelques minutes, les flammes dévastèrent les maisons serrées les unes contre les autres. Les habitants s'enfuirent sans rien emporter. Les agneaux piégés dans leurs enclos périrent brûlés vifs. La chaleur était si intense que les poteaux en bois se carbonisèrent en quelques minutes. Puis, lorsque les structures s'effondrèrent dans l'eau en contrebas, la boue humide étouffa le feu et créa un environnement anaérobie qui empêcha toute décomposition. Le même désastre qui a détruit le site l'a aussi préservé. Pendant près de 3 millénaires, cet ancien village parfaitement conservé est resté enfoui sous des couches de tourbe et de sédiments. Lorsque l'exploitation d'une carrière au 20e siècle a finalement mis au jour une partie du site,
les archéologues ont fait une découverte qui allait bouleverser les experts et réécrire l'histoire. Il ne s'agissait pas d'une simple fouille de l'âge du bronze. C'était la réponse britannique à Pompéi, une communauté entière, préservée au moment de la catastrophe. La comparaison avec Pompéi n'était pas exagérée. La ville romaine figée dans le temps par les cendres volcaniques en 79 après G-C a livré des informations inestimables sur la vie antique capturant un instant précis pour toute une communauté. Must Farm a fait de même. La découverte archéologique britannique a révélé comment les familles organisaient leur maison, ce qu'elles mangeaient au petit déjeuner, où elles rangeaient leurs outils et ce qu'elles faisaient dans leurs derniers instants avant le drame. Le niveau de conservation était sans précédent pour la Grande-Bretagne de l'âge du bronze. Les découvertes des fouilles ont bouleversé la communauté archéologique, la sophistication de l'architecture, l'abondance des biens et la qualité de l'artisanat étaient remarquables. Tout laissait présager une société bien plus avancée que ne le laissaient supposer les hypothèses traditionnelles. La cité perdue découverte près de Peterborough allait contraindre les experts à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient savoir sur la vie en Grande-Bretagne au 9e siècle, avant G.C. Le petit déjeuner qui n'a jamais fini. À l'intérieur d'une des maisons rondes, des archéologues ont découvert un bol en céramique portant encore l'empreinte digitale de son créateur. Le bol contenait les restes d'une bouillie de blé mélangée à de la graisse animale. Une cuillère en bois se trouvait à côté. Quelqu'un prenait son petit déjeuner lorsque l'incendie s'est déclaré. Cette personne a posé sa cuillère, a fui le bâtiment et n'est jamais revenu. C'est le genre de découverte qui vous fait perdre la notion du temps. On sent la présence de la dernière personne qui l'a touché. L'analyse chimique des résidus à l'intérieur d'autres récipients en céramique a révélé une découverte choquante des traces de miel mélangées à de la viande de cerf. Ces familles ne se contentaient pas de faire bouillir des céréales en espérant que ça suffise. Elles assaisonnaient leurs plats, combinant les saveurs, pour créer ce que les chercheurs décrivent comme une version préhistorique du chevreuil glacé au miel. Un plat inattendu de la Grande-Bretagne de l'âge du bronze, créé près de 800 ans avant que les recettes modernes ne redécouvrent cette même association. Dans tout le site, les traces de la vie quotidienne étaient omniprésentes. Les archéologues ont mis au jour 128 récipients en céramique genre bol, tasse et marmite. Nombre d'entre eux étaient encore empilés ou emboîtés comme prêts à être utilisés. Le savoir-faire était remarquable. Parois lisses, bordures symétriques et motifs décoratifs identiques à ceux découverts à des centaines de kilomètres de là. Des objets en bois ont également été retrouvés parfaitement conservés dans la boue des zones humides. Des boîtes et des bols sculptés dans l'osier et l'érable avaient conservé leur forme. 40 bobines gisaient là où les tisserands les avaient laissés les fils encore attachés. 15 seaux éparpillés dans les maisons racontaient leur propre histoire. L'une retournée et marquée par son usage comme planche à découper était une petite improvisation figée dans le temps. Chaque objet murmurait une infime histoire de vie quotidienne interrompue. Ensemble, ils composaient le portrait non pas de ruines, mais d'un foyer vivant saisi en plein mouvement. Wakefield a déclaré que chaque détail du seau servant de planche à découper à la cuillère oubliée au milieu du repas donnait au passé une présence étrangement vivante. Les textiles tissés en lin avaient une texture douce, presque veloutée, malgré des millénaires passés sous l'eau. Les coutures étaient nettes et régulières. Les ourlets étaient soigneusement finis. Bien qu'il fût impossible d'identifier chaque vêtement individuellement, la qualité du tissu était indéniable. Il ne s'agissait pas d'étoffes grossières et primitives. Ce site antique parfaitement conservé recelait des textiles dont la fabrication exigeait un savoir-faire et un temps considérable. Tous les objets n'avaient pas une utilité pratique. 49 perles de verre ornaient le site, certaines importées du Danemark et d'Iran.
des perles d'ambre ajoutaient des touches dorées. Un crâne humain, lissé au toucher, reposait parmi des objets du quotidien, peut-être le souvenir d'un être cher disparu. La présence de ces objets humanisait ce village de l'âge du bronze au Royaume-Uni, d'une manière que les fragments provenant d'autres sites n'auraient jamais pu égaler. Les amas de déchets sous les maisons racontaient leur propre histoire. Des excréments anciens indiquaient que la communauté possédait des chiens qui se nourrissaient de restes de table. Des coprolites humains contenaient des traces de vers intestinaux, une affection courante à l'âge du bronze. Les ossements d'animaux retrouvés après les repas révélaient un régime alimentaire riche en agneaux en cerf et autres gibiers. C'était comme si ces gens venaient de sortir. Chaque rainure du bois, chaque cuillère dans un bol brouillait la frontière entre passé et présent. Pour les archéologues, il ne s'agissait plus de fouilles. C'était une rencontre bouleversante avec le moment où la vie ordinaire s'est arrêtée. 9 mois qui ont tout changé. La fine couche de déchets révéla une chose qui stupéfia. L'équipe. Le campement existait depuis moins d'1 an. Le peu de déchets, le bois vert et l'absence d'insectes en témoignaient. Cette cité entière avait vécu et disparu en moins de 12 mois. Ce délai stupéfia l'équipe de recherche. Comment une communauté pouvait-elle bâtir quelque chose d'aussi avancé, d'aussi complet en si peu de temps? La réponse obligea les archéologues à reconsidérer des hypothèses fondamentales sur la société de l'âge du bronze. Chacune des 4 maisons rondes préservées contenait des outils presque identiques des fossiles pour la récolte des céréales et des haches pour le travail du bois, des gouges à sculpter, des rasoirs portatifs suffisamment tranchants pour couper les cheveux ou le tissu. Ce n'étaient ni des objets de famille, ni des articles de luxe. C'étaient des outils du quotidien pour les familles ordinaires. Le bronze, autrefois considéré comme rare, était désormais omniprésent. Les réseaux commerciaux devaient être puissants, rapides et efficaces pour fournir une telle quantité de matières premières en si peu de temps. Cette ville a démontré que les familles de l'âge du bronze pouvaient s'établir pleinement en moins d'1 an. Elles construisaient des maisons sophistiquées sur pilotis et se procuraient des outils et des ustensiles de cuisine de qualité. Ils importaient des produits de luxe de toute l'Europe. Ils tissaient des textiles raffinés et aménageaient des espaces de vie confortables. Les archéologues ont compris qu'ils n'étaient pas face à un village frontalier en difficulté, mais à une société florissante et mobile, capable de fonder de nouveaux établissements à sa guise. Le cliché qui a bouleversé l'archéologie. À la parution du rapport final, même les archéologues les plus chevronnés furent stupéfaits. Mike Parker Pearson, professeur de préhistoire britannique récente à l'University College London, qualifia le site et le rapport de recherche d'exceptionnel. L'incendie qui avait ravagé la population a également offert à la science moderne son plus grand cadeau, un instantané parfait de la vie figée en plein mouvement. La plupart des sites de l'âge du bronze brouillent les frontières temporelles des siècles d'occupation, se condensant en strates complexes. Must Farm, en revanche, a capturé un instant précis à travers plusieurs foyers avec une clarté sans précédent. Le rapport de recherche de Un600 8 pages, publié après des années d'analyse, détaille des découvertes qui bouleversent les conceptions traditionnelles de la Grande-Bretagne de l'âge du bronze. Les auteurs ont constaté que les hypothèses habituelles concernant l'accumulation des artefacts devaient être révisées. Les outils en bronze et les perles de verre semblaient plus répandus que les experts ne l'avaient imaginé. Leur disponibilité n'était peut-être pas réservée aux classes aisées. La répartition des biens dans les 4 maisons rondes était remarquablement équilibrée, suggérant une société plus égalitaire qu'on ne le pensait. Les découvertes faites à Pompéi, en Grande-Bretagne, n'ont pas seulement révélé le mode de vie des gens, mais aussi leur mode de pensée. Il ne s'agissait pas d'un monde régi par une hiérarchie stricte ou la pénurie. Il s'agissait d'un réseau de familles qualifiées, partageant ressources techniques et richesses. L'ancien site
parfaitement conservé a permis aux chercheurs de reconstituer les espaces intérieurs avec une précision remarquable. Ils ont pu déterminer l'emplacement de chaque poterie-poix de métier à tisser outils et même crottes de mouton. Les cuisines occupaient la partie haute baignée par la lumière du matin. Les espaces de stockage et de tissage se situaient au sud et au sud-est du site. Les agneaux étaient parqués dans des enclos spécifiques. Les ondes de couchage occupaient les parties nord-ouest les plus éloignées des feux de cuisine et du bétail. C'était le plan d'un monde disparu si précis qu'il semblait figé dans le temps. Knight affirmait que leur conception était audacieuse et l'architecture le prouvait. L'architecture circulaire des maisons rondes remplissait de multiples fonctions. Elle répartissait le poids uniformément sur les piliers porteurs et permettait une évacuation efficace des eaux de pluie. Elle optimisait l'espace intérieur tout en minimisant les matériaux nécessaires à sa construction. Cette découverte a révélé que les architectes de l'âge du bronze avaient perfectionné ce modèle au fil des générations, créant des structures parfaitement adaptées aux conditions climatiques des Fems. La structure carrée de l'entrée posait des défis d'ingénierie spécifiques. Conçu pour permettre l'accès tout en préservant le périmètre défensif, il nécessitait un assemblage précis et une planification minutieuse. La clôture pointue qui entourait le tout mesurait près de 2 mètres de haut, une hauteur suffisante pour dissuader les intrus et protéger des animaux sauvages. Il ne s'agissait pas d'abris primitifs construits à la hâte. Il s'agissait de maisons soigneusement conçues et bâties pour durer. Le fait qu'un tel raffinement exista dans un village de moins d'1 an a révolutionné notre compréhension des capacités de l'âge du bronze. Si des familles pouvaient établir si rapidement des maisons aussi confortables et bien équipées, l'organisation sociale et les systèmes économiques qui les soutenaient devaient être d'une efficacité remarquable. Ce qui restait obscur, c'était pourquoi personne n'était revenu après l'incendie. Le site demeura abandonné pendant près de 3 millénaires. Les habitants qui avaient fui avaient passé des mois à construire ces maisons. Les fondations étaient restées solides. De nouvelles constructions auraient pu être érigées au même endroit. Elles ne l'ont pas été. Si ces familles ont bâti si bien si vite, qu'est-ce qui les a suffisamment terrifiées pour ne jamais revenir? Ces lances ont soulevé des questions. La réponse se trouvait peut-être dans les cendres. Près d'une des maisons rondes des archéologues ont mis au jour un amas de lances. Chaque hampe mesurait plus de 3 mètres de long, bien plus que les armes de chasse. Il s'agissait de lances de combat. Leur présence conférait une dimension plus sombre à l'histoire de ce village de l'âge du bronze en Grande-Bretagne. La guerre était fréquente en Grande-Bretagne à l'âge du bronze. Des groupes rivaux se disputaient le territoire, les ressources et le contrôle des routes commerciales. La clôture affûtée qui entourait autrefois l'établissement laissait déjà présager un danger. Un cercle défensif de pieux de près de 2 mètres de haut, censé repousser toute menace venue d'au-delà de l'eau. Les lances ne faisaient qu'épaissir le mystère. Faisaient-elles partie des défenses des villageois ou étaient-elles les armes de leurs assaillants? Pour le découvrir, l'équipe de Cambridge a fait appel à un expert en incendie criminel afin d'analyser les traces de brûlure et de déterminer comment le feu s'était déclaré et propagé. Chaque poutre calcinée, chaque poteau effondré racontait une partie de l'histoire. La direction de la combustion, les variations de température, les schémas d'effondrement, tout était examiné au microscope. Si l'incendie avait été volontaire, il y aurait eu des traces. Accélérateur, zone de forte chaleur, indice de sabotage, rien de tout cela. Aucune preuve d'incendie criminel, aucune défense brisée. Aucune trace de combat. La plupart des fouilles de l'âge du bronze ne permettaient de récupérer que 10 à 20 pièces sur un total de 500, obligeant les chercheurs à reconstituer le puzzle. Mustfarm leur a fourni entre 250 et 300 pièces, une quantité d'informations sans précédent. Mais ils n'ont toujours pas pu déterminer avec certitude l'origine de l'incendie. Ce qu'ils ont découvert n'en était pas moins glaçant. Les preuves montrent que les habitants avaient fui dans une extrême précipitation.
Rien n'avait été emballé. Aucun objet de valeur n'a été retrouvé dans les flammes. Les cuillères en bois se trouvaient dans un bol de porridge à moitié consommé. Les outils étaient accrochés au mur intact. Les agneaux sont morts, piégés dans leurs enclos, incapables de s'échapper. Si l'incendie s'était déclaré lentement, quelqu'un aurait pu libérer les animaux. La rapidité du sinistre laisse supposer que les flammes se sont propagées très vite, probablement favorisées par le bois sec et les toits de chaume en cette fin d'été. On ignore si Must Farm a été le théâtre de violence. Aucun débris de combat n'a été retrouvé sur le site. Aucun reste humain ne portait de traces de traumatisme. Les fouilles n'ont révélé aucune trace d'effraction ni de lutte. L'incendie pourrait être d'origine purement accidentelle, un incident de cuisson, une lampe tombée, une étincelle ayant enflammé un chaume sec. L'abandon total du site pourrait simplement refléter le choix des survivants de reconstruire ailleurs, plutôt que d'affronter le traumatisme d'un retour. Le mystère s'est épaissi lorsque les chercheurs ont examiné les lances de plus près. Leur taille et leur qualité de fabrication étaient exceptionnelles. Il ne s'agissait pas des armes de chasse rudimentaires typiques des découvertes locales, mais d'armes de combat finement équilibrées, conçues pour les conflits humains. Pourquoi une paisible communauté agricole en aurait-elle possédé autant? Se préparaient-ils à la guerre ou fuyaient-ils un conflit? Aucun reste humain ne portait de traces de traumatisme. Aucune empreinte ni trace de traînée ne suggérait une invasion. Pourtant, la présence de tant d'armes de combat à proximité de maisons intactes ne laissait aucun doute, ces gens vivaient dans la peur. Peut-être l'incendie n'avait-il pas été déclenché par l'ennemi, mais accidentellement dans un moment de tension. Une étincelle s'est enflammée dans les roseaux. Peut-être la peur qui les a poussés à s'armer les a-t-elle aussi poussés à fuir et à ne jamais revenir. Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais ces lances empilées, reposant silencieusement sous des siècles de tourbe, soulèvent encore la question que redoute tout archéologue. Est-ce à ce moment précis que la paix en Grande-Bretagne, à l'âge du bronze, a finalement été rompue vers d'Iran, ambre du Danemark? Lorsque les cendres retombèrent, l'histoire qui se dessina n'était pas celle de l'isolement, mais celle de la solidarité. Les objets de luxe éparpillés dans les maisons rondes incendiées racontaient une histoire qui dépassait largement les frontières des défunts. Un collier découvert parmi les débris contenait des perles de verre fabriquées en Iran et des morceaux d'ambre provenant d'Europe du Nord. Ces matériaux ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver dans une maison de l'âge du bronze, située dans l'est de l'Angleterre. Ce simple collier a prouvé ce que personne n'avait imaginé. La Grande-Bretagne de l'âge du bronze faisait partie d'un réseau commercial mondial bien avant que l'histoire ne le relate. Ce site parfaitement conservé témoigne de l'étendue de ces échanges. Il ne s'agissait pas de villages isolés luttant dans des conditions primitives. Ils constituaient des maillons essentiels d'un vaste système d'échange qui facilitait la circulation des biens, des idées et des matériaux à travers l'Europe et jusqu'en Asie. Une famille vivant sur pilotis au-dessus d'une rivière au courant lent pouvait se procurer du verre fabriqué dans des ateliers situés à l'autre bout du monde connu. Ces perles représentaient même bien plus qu'un simple ornement. Ces objets servaient de monnaie d'échange de symboles de statut social et de preuve de lien avec des contrées lointaines. La présence de 49 perles de verre à Must Farm suggère qu'il ne s'agissait pas de trésors rares thésaurisés par une élite. Leur circulation était suffisamment répandue pour que des ménages ordinaires puissent s'en procurer quelques mois seulement après leur installation. Les outils en bronze retrouvés dans chaque maison ronde racontent une histoire similaire. Le cuivre et l'étain composants du bronze ne se trouvent pas naturellement ensemble. La fabrication du bronze nécessitait de se procurer des métaux de différentes provenances, de les transporter vers des ateliers spécialisés et de les combiner par des procédés métallurgiques exigeant un savoir-faire considérable. Le fait que chaque foyer de cette cité antique possédait plusieurs outils en bronze témoigne du bon fonctionnement de ces réseaux commerciaux.
Même les styles de poterie de Must Farm révélaient des influences d'autres régions. Certaines formes de récipients et certains motifs décoratifs correspondaient à ceux découverts à des centaines de kilomètres de là dans différentes parties de la Grande-Bretagne et du continent. Les idées circulaient au même titre que les biens matériels diffusant techniques et motifs à travers le monde de l'âge du bronze. Un potier du Cambridgeshire pouvait ainsi intégrer des motifs aperçus sur des vases importés par le commerce, mêlant traditions locales et influences étrangères. Ces découvertes ont bouleversé toutes les conceptions des chercheurs concernant la société de l'âge du bronze. Si un établissement occupé pendant moins d'1 an pouvait accumuler des objets de luxe provenant d'Iran et du Danemark, ces biens n'étaient pas réservés au cercle d'élite. Ils circulaient dans la société avec une liberté surprenante. Les hiérarchies sociales que les archéologues avaient imaginées pour la Grande-Bretagne de l'âge du bronze, des structures de classe rigides où la richesse était concentrée au sommet, nécessitaient désormais une révision fondamentale. La découverte de Must Farm a démontré que les communautés du 9e siècle, avant J3C, vivaient dans un confort et bénéficiaient d'un accès aux biens que les fouilles précédentes n'avaient fait qu'entrevoir. Ce que l'incendie a préservé n'était pas seulement un village, mais un instantané d'un monde interconnecté des siècles, avant que le terme de civilisation n'apparaisse en Grande-Bretagne. Mais malgré leur accès à des marchandises lointaines, ce qui distinguait véritablement ces peuples, ce n'était pas ce qu'ils échangeaient, mais ce qu'ils construisaient. Car bien avant l'incendie, avant même que la fumée ne s'élève au-dessus du marais, ces familles avaient déjà résolu un problème qui allait donner du fil à retordre aux ingénieurs pendant des millénaires. Comment bâtir une habitation permanente sur l'eau? L'architecture de la survie, celle de l'agriculture, n'était ni taillée dans la roche ni ancrée sur la terre ferme. Elle flottait. Chaque maison reposait sur des pilotis profondément enfoncés dans le lit de la rivière. Les constructeurs maîtrisaient la répartition des charges et la physique des courants changeants. Ils savaient choisir un bois résistant à la pourriture en milieu constamment humide. Ils ont calculé l'espacement entre les poteaux de soutien pour éviter tout affaissement ou effondrement. Ce n'était pas le fruit du hasard. Les bâtisseurs possédaient un savoir-faire technique pointu, transmis de génération en génération et adapté aux spécificités locales. Les maisons rondes qu'ils construisaient étaient de véritables chefs-d'œuvre architecturaux de l'âge du bronze. Leur forme permettait une répartition uniforme des contraintes, une évacuation efficace des eaux de pluie et une bonne conservation de la chaleur. Même lors de tests modernes, cette conception s'avère plus performante que de nombreuses structures carrées. Ce que les archéologues considéraient autrefois comme des huttes primitives était en réalité le fruit d'expérimentations poussées des structures façonnées à la fois par la nécessité et le génie. Mark Knight a souligné la confiance que ces bâtisseurs de l'âge du bronze manifestaient dans leur savoir-faire technique. Ils disposaient d'un modèle parfaitement adapté aux paysages gorgés d'eau. Lorsque le climat changea durant l'âge du bronze, entraînant l'expansion des zones humides à travers la Grande-Bretagne, ces groupes n'abandonnèrent pas leur territoire productif. Ils s'élevèrent au-dessus, au sens propre comme au figuré. Les solutions novatrices qu'ils ont mises au point leur ont permis de se maintenir et de prospérer, maîtrisant un mode de vie qui transformait le danger en défense. L'ancien site parfaitement conservé a révélé des détails de construction rarement visibles sur les sites archéologiques courants. Les murs en torchis présentaient des motifs d'entrelacement précis. Les poteaux portaient des marques de hache indiquant comment les bâtisseurs les avaient façonnés pour des usages spécifiques. Les assemblages entre les éléments de la structure témoignaient d'une charpenterie sophistiquée. Les bâtisseurs de Must Farm possédaient des compétences techniques équivalentes à celles des plus grands charpentiers du Moyen Âge et les ont mises en œuvre avec un résultat impressionnant. À l'intérieur de chaque maison ronde, les familles aménageaient des zones d'activité distinctes, comparables aux pièces des maisons modernes.
Les cuisines situées dans la partie est bénéficiaient de la lumière du matin. Les espaces de stockage et de tissage occupaient la partie sud où la lumière naturelle restait abondante tout au long de la journée. Les zones de couchage occupaient la partie nord-ouest à l'écart des feux de cuisson et du bruit du bétail. L'aménagement de l'espace témoignait d'une planification réfléchie et d'une attention particulière aux routines quotidiennes. Même leur défense était ingénieuse, une entrée carrée avait été construite pour contrôler l'accès, tout en préservant la clôture de poteaux pointus qui entourait le campement. Les bâtisseurs ont trouvé une solution qui conciliait accessibilité et sécurité, preuve d'une conception soignée plutôt que d'une construction improvisée. Ce que cela a révélé aux archéologues fut stupéfiant. Les bâtisseurs de l'âge du bronze, dans les fins, possédaient des connaissances techniques pointues et les mettaient en œuvre avec brio. Les maisons construites à Must Farm sont restées debout pendant des mois et auraient pu durer des années sans l'incendie. La conception était solide et les matériaux adéquats. Le concept avait fait ses preuves. Ces familles savaient exactement ce qu'elles faisaient. Les structures qu'elles ont laissées témoignent encore d'un peuple qui n'a pas seulement survécu à l'âge du bronze. Ils l'ont maîtrisé. Ils ont maîtrisé leur monde. Mais ce qu'ils n'ont pas pu maîtriser, c'est le destin. Le crâne qui a donné une dimension personnelle à la découverte. Parmi les poteries, les outils et les objets du quotidien, les archéologues ont fait une découverte qui les a interpellés. Un crâne humain, lissé par des siècles de manipulation, reposait parmi les objets domestiques. Ce n'était pas un enterrement. C'était un souvenir précieusement conservé par des personnes qui le touchaient régulièrement, qui y voyaient un lien avec un être cher disparu. Cette découverte a tout changé. Soudain, le site n'était plus seulement le témoignage d'un génie technique ou d'une prospérité commerciale. Il prenait une dimension humaine. Derrière chaque outil, chaque peau, chaque textile, se cachaient des personnes réelles qui aimaient, pleuraient et se souvenaient. Ils conservaient des souvenirs matériels de leurs proches disparus. Ils les touchaient si souvent que l'os s'usait. Ils ont éprouvé la perte à travers les siècles d'une manière immédiatement reconnaissable pour les observateurs modernes. Pendant les fouilles, Mark Knight eut l'impression que les habitants de l'âge du bronze venaient tout juste de partir. Leurs empreintes digitales étaient imprimées sur la poterie. L'écart de 2850 ans s'était estompé. Les habitants de Must Farm prirent vie de manière profonde. Le crâne renforça ce sentiment de lien. Cet objet à lui seul rendait impossible de les considérer comme de lointains ancêtres. La cité antique recelait des milliers d'artefacts qui révélaient des détails techniques et des systèmes économiques. Mais le crâne révélait quelque chose d'aussi important, une vie émotionnelle. Les familles de l'âge du bronze tissaient des liens si forts qu'elles conservaient des objets commémoratifs après la mort. Elles intégraient ces objets à leur foyer plutôt que de les enterrer dans des cimetières éloignés. Elles les touchaient régulièrement, usant ainsi l'os par le contact répété. Cet objet unique a transformé la façon dont les chercheurs envisageaient la communauté de Must Farm. Ils n'étudiaient plus seulement des techniques de construction, mais des personnes dont la vie affective leur paraissait étrangement familière. Les spécificités technologiques ont évolué au fil des millénaires. Les expériences humaines fondamentales, que sont l'amour, la perte et la mémoire, sont restées constantes. Ce site antique parfaitement conservé a offert un aperçu de l'humanité de l'âge du bronze que les fouilles précédentes n'avaient pu révéler. La combinaison d'une conservation exceptionnelle et d'un abandon catastrophique a créé une véritable capsule temporelle de la vie domestique. Les chercheurs ont pu observer comment les familles organisaient l'espace et rangeaient leurs biens. Ils ont pu reconstituer les routines quotidiennes et les rythmes saisonniers. Le crâne donnait une dimension supplémentaire à ce tableau. Il illustrait comment les gens faisaient leur deuil et entretenaient des liens avec les défunts. Parmi les autres objets de luxe découverts sur le site, figuraient des perles de verre iraniennes
et de l'ambre danois. Ces objets symbolisaient la richesse et les liens avec des contrées lointaines. Ils témoignaient de l'appartenance à de vastes réseaux commerciaux et de l'accès aux produits manufacturés. Ils révélaient la prospérité économique et le statut social. Le crâne revêtait une signification personnelle qui transcendait sa valeur matérielle. Les fouilles de Pompéi en Grande-Bretagne ont permis de rendre l'âge du bronze accessible d'une manière rarement atteinte par les études universitaires. Les découvertes techniques ont révolutionné notre compréhension de l'économie et de la vie quotidienne de cette période. Les détails humains, les repas interrompus, les souvenirs précieux, les vies fauchées par la catastrophe ont conféré à ces découvertes une résonance émotionnelle profonde. Le crâne a servi de pont à travers les millénaires, reliant les observateurs modernes à des personnes ayant mené des vies radicalement différentes, mais éprouvant des émotions fondamentalement familières. Il a rappelé à tous que derrière toutes ces données et analyses se cachaient de véritables êtres humains dont la vie comptait. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la vie en Grande-Bretagne à l'âge du bronze? Pensez-vous que d'autres villages de l'âge du bronze au Royaume-Uni soient cachés sous les fins, attendant d'être découverts?